bonjour à tous. Donc, moi, Benjamin Luciani, je travaille à la délégation numérique en santé. Et pour ce soir, donc, en termes d'ordre du jour, on vous propose d'abord un premier temps très introductif sur le volet numérique du Ségur de la santé. Ensuite, je passerai la parole à Thomas Jean de l'assurance maladie qui vous parlera des dispositions de financement à l'usage pour les médecins de ville. Je reprendrai ensuite la parole pour vous parler des dispositifs de financement à l'équipement logiciel. Et puis, je laisserai ensuite Christophe Gouel de l'Agence du numérique en santé vous présenter un petit peu quelles sont les avancées pour les médecins de ville grâce à ces dispositifs. Et puis, on terminera par un temps de questions-réponses. On va essayer on va dérouler un petit peu la présentation et donc je crois que vous pouvez poser des questions dans la conversation et puis on va essayer de garder le max de temps pour l'échange. Donc tout d'abord, peut-être en quelques mots, hein, le volet numérique de Ségur de la santé. Donc comme vous le savez, hein, c'est un volet qui est intégré au plan d'investissement issu des concertations du Ségur qui ont été conclues à l'été 2020. L'objectif, c'est vraiment de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé, à la fois entre professionnels de santé, mais aussi avec le patient, pas comme un but en soi, mais bien pour à la fois mieux prévenir et mieux soigner. Évidemment, c'est un programme qui se déroule dans un contexte un peu particulier, hein, avec la mise en place en début d'année prochaine de Mon Espace Santé, qui va permettre à chaque citoyen de disposer on va dire, des outils numériques pour avoir une vision consolidée de son parcours de soins. Et c'est un programme qui, finalement, est un programme assez historique, hein, parce qu'il bénéficie d'un investissement extrêmement significatif, hein, de 2 milliards d'euros, 1,4 milliard sur le champ du sanitaire et 600 millions d'euros qui sont dédiés au secteur médico-social, l'ensemble étant financé par le volet européen du plan de relance. Histoire de partager un petit peu l'ambition qui se cache derrière tout ça, si on parle en termes de documents aujourd'hui échangés tout au long du parcours de soins, on estime qu'aujourd'hui, on a en rythme annuel environ une dizaine de millions de documents qui sont échangés par le DMP, via le DMP et par messagerie sécurisée de santé. L'objectif, c'est qu'à la fin du Ségur, ce chiffre aboutisse à de l'ordre de 250 millions d'euros, qui est en gros une estimation de, voilà, si on arrive à 250 millions, on serait à peu près à la moitié des échanges de documents de santé qui seraient désormais faits par le biais du numérique. Si j'avance un petit peu, donc ce programme, hein, donc l'idée c'était de construire à la fois à chaque fois avec l'écosystème concerné des programmes qui soient adaptés à la réalité de métier de chacun, hein. C'est-à-dire, c'est non pas de faire une taille unique pour tout le monde, mais bien de regarder secteur par secteur quels étaient les documents de santé les plus critiques à numériser dans le parcours de soins, quelles étaient les particularités des offreurs de logiciels en termes d'intégration des différents référentiels de l'ANS, et puis les attentes des professionnels de santé. Donc c'est pour ça que le programme a été divisé alors en couloirs ou en task force que vous voyez à l'écran, qui traitent d'un certain nombre de secteurs, donc la biologie médicale, l'imagerie, les médecins de ville dont on parle aujourd'hui, mais aussi les établissements de santé, les ESMS, les officines, et puis demain d'autres groupes de travail, je pense notamment aux autres professions médicales et aux professions paramédicales. Du coup, maintenant, si on passe page André, merci. Le socle de tout ça, hein, c'est bien d'accélérer le déploiement de la feuille de route numérique en santé, notamment avec les outils, vraiment les briques individuelles qui vont permettre d'avoir un échange sécurisé et un fonctionnement très interopérable de tous ces logiciels, qu'ils soient à l'hôpital, en cabinet de ville, et auprès de tous les acteurs qu'on vient de voir. Donc ces briques, quelles sont-elles? Il y a évidemment le DMP pour stocker les documents, la messagerie sécurisée pour échanger de façon sécurisée aujourd'hui entre professionnels de santé, mais demain, grâce à Mon Espace Santé, également avec les patients, l'e-prescription, l'identité nationale de santé qui est donc obligatoire maintenant dans les documents de santé depuis le 1er janvier, et puis le module d'authentification des professionnels de santé, ProSanté Connect. Donc ça, c'est, on va dire, les briques techniques qui sont embarquées dans le Ségur et que le Ségur a vocation à généraliser dans l'ensemble des logiciels des acteurs de santé. Maintenant, sur le comment, en fait, comment on s'y prend pour faire tout ça, une des particularités du programme, hein, c'est d'essayer d'agir de façon cohérente sur un temps limité, hein, de 3 ans,
à la fois de façon incitative, donc c'est ce qu'on voit derrière les mesures financières, et puis aussi par des mesures d'obligation, et donc c'est ce qu'on voit dans la partie mesures réglementaires. Si j'essaie de le décrire à grands traits, hein, et puis on fera ensuite un zoom sur ce qui concerne plus particulièrement les médecins de ville. Sur le volet logiciel, l'objectif, c'est donc comment on dote l'ensemble des acteurs de l'offre de soins de nouvelles versions de leur logiciel métier qui embarquent tous ces référentiels et qui soient interopérables, compatibles avec le DMP, qui sachent gérer les messageries sécurisées de santé, etc. etc. Donc le dispositif, c'est ce qu'on appelle donc le système ouvert et non sélectif, le SONS. Hein, vous me pardonnerez le barbarisme, mais ce qu'il faut retenir, c'est bien l'État qui achète pour le compte des acteurs de l'offre de soins ces nouvelles versions de logiciels auprès des éditeurs. Toujours sur le volet financier, une fois qu'on agit sur le logiciel, il y a aussi évidemment besoin de financer la transformation et la montée en charge des usages numériques chez l'ensemble des acteurs, que ce soit en ESMS, en ville ou à l'hôpital. Et donc, des dispositifs spécifiques ont été mis en œuvre pour ces différents publics. Et Thomas dira un mot dans un instant de ce qui a été conclu dans l'avenant 9 à la convention médicale pour les médecins de ville. Ça, c'est le volet plutôt incitatif et financier. Tout ça sera complété par des mesures réglementaires et donc d'entrée en vigueur d'un certain nombre d'obligations. Alors, à la fois sur le volet logiciel auprès des industriels, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'éléments de référentiel portés aujourd'hui par l'ANS ont vocation à devenir obligatoires, comme le permet déjà le Code de la santé publique. Hein. Et de la même façon, côté professionnel de santé, ont vocation à devenir obligatoire le partage sous forme numérique d'un certain nombre de documents de santé. Évidemment, au fur et à mesure que les programmes d'incitation financière ont permis au marché de monter en gamme et de permettre le partage simple de tel ou tel document de santé par les différents intervenants du parcours de soins. Et puis évidemment, tout ça a aussi vocation à s'injecter, on va dire, dans des dispositifs existants de régulation du système de santé, hein, que ce soit sur le programme IFAC pour les hôpitaux, le forfait structure, encore une fois, Thomas en dira un mot dans un instant, et puis un certain nombre d'autres dispositifs. Donc voilà à très grands traits hein, ce qui se cache derrière ce grand mot de Ségur numérique. Et puis du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre plus dans le détail dans ce qui concerne plus directement les médecins de ville, en commençant par les usages avec Thomas Jean de l'assurance maladie. Merci Benjamin, bonsoir à tous, Thomas Jean de l'assurance maladie. Donc, moi je suis responsable du département Mon espace santé et dossier médical partagé au sein de l'assurance maladie et je vais vous présenter en fait la brique que Benjamin vient de vous montrer, qui est la brique incitation à l'usage. C'est-à-dire qu'on va vraiment dans le parcours, on aura deux briques pour le développement numérique en santé, une brique sur la partie équipement des professionnels avec un financement de l'éditeur et cette brique complémentaire qui est pour la médecine libérale, une négociation avec les professionnels de santé pour développer l'usage des outils numériques dans leur pratique quotidienne avec cette négociation qui a eu lieu cet été, qui a abouti toute fin juillet avec la signature de l'avenant 9 entre l'assurance maladie et trois syndicats représentatifs des médecins et qui donc était un avenant qui portait pas que sur le numérique, il y avait aussi d'autres mesures phares sur la consultation des personnes âgées pour les médecins généralistes ou l'avis ponctuel consultant pour la partie médecin spécialiste, mais avec un pilier virage numérique en fait, de l'ordre de 300 millions d'euros qui a été financé sur un avenant qui a été sur une enveloppe d'environ 800 millions. Donc, un investissement sans précédent sur ces parties virage numérique. Et donc, je vais vous présenter un peu les grandes lignes de cette partie virage numérique dans l'avenant 9. Donc, avec la partie accompagnant les médecins dans l'usage des outils numériques, avec un focus particulier sur le volet de synthèse médicale, le VSM, un outil très important dans le parcours de soins des patients pour fluidifier la prise en charge, que ce soit par les médecins, les spécialistes, les établissements de santé, et un focus particulier sur l'alimentation du DMP, qui ne faisait pas partie des indicateurs du forfait structure, et avec Mon Espace Santé, le développement de la messagerie qu'on appelle citoyenne, qui permettra des échanges directs entre le professionnel de santé et ses patients. Donc, on agit sur trois leviers de la convention des médecins. La partie
volet 1 du forfait structure, qui sont les prérequis finalement d'équipement, la partie volet 2, qui sont plutôt des indicateurs d'usage et de service, et la création d'un forfait adéquat pour le volet de synthèse médicale. Donc, qu'est-ce qui change dans le forfait structure? C'est qu'à partir de 2023, où en fait il y avait déjà un prérequis pour le forfait structure qui était sur l'équipement d'un logiciel qui était DMP compatible et avec une messagerie sécurisée. En fait, on va transformer ça sur un équipement qui nécessite un logiciel référencé Ségur et qui donc qui contient l'ensemble des services socles qu'a évoqué Benjamin, avec l'identifiant national de santé, le DMP, bien sûr, avec les dernières versions, la messagerie sécurisée, l'AppCV, mais aussi la partie Pro Santé Connect qui permet des connexions plus simples. Et ça, Christophe vous présentera un peu ce que ça change pour vous. Et donc, sur les volet structure, des nouveaux financements associés qui sont de près de 2 000 € supplémentaires potentiels pour les médecins. Vous voyez, le forfait structure, il fonctionne avec des points. Chaque point vaut 7 €. Et c'est 40 points pour chaque nouvel indicateur qui a été créé sur l'usage du DMP, de la messagerie sécurisée, de la e-prescription et de l'AppCV à partir de 2023. Et donc, ça, c'est cette partie évolution du forfait structure. Et pour accompagner ça, on avait un vrai besoin en fait, d'initier finalement le volet de synthèse médicale, qui sera vraiment un outil très important encore dans la coordination des soins et le parcours des usagers. Et donc, on a créé avec les médecins un forfait qui est dédié à la création, l'élaboration, l'initiation du volet de synthèse médicale pour leur patienter l'ALD, et en fonction du nombre de volets de synthèse médicale élaborés, initiés, puis alimentés dans le DMP, il y a un forfait qui peut aller jusqu'à 3 600 € et, pour une patientèle de base qui est donc indexée sur la taille de patientèle, comme d'autres indicateurs le sont dans le forfait structure. Donc un montant encore important qui permet vraiment de lancer les usages et le développement de l'utilisation, car le VSM ressort comme le document le plus important pour la prise en charge et la coordination du patient. Et donc, je laisse maintenant Benjamin vous préciser l'autre partie du pilier, qui est la partie équipement des professionnels de santé. Très bien, mais du coup, je propose qu'on passe directement à la slide suivante. Donc là, le volet équipement, comme son nom l'indique, son objectif, c'est de doter l'ensemble des acteurs de l'offre de soins de logiciels à l'état de l'art, on va dire, en termes de pratiques numériques. Donc, comment ça se passe? Ce qu'il faut retenir, que c'est vraiment un mécanisme d'achat pour compte. Donc, c'est l'État qui va venir financer des prestations au bénéfice des établissements de santé, des professionnels de santé, des ESMS. Qu'est-ce que c'est cette prestation? C'est bien de vous faire bénéficier finalement d'une mise à jour de votre logiciel avec un logiciel qui respecte un certain nombre d'exigences techniques et fonctionnelles, donc des exigences Ségur. Le respect de ces exigences étant attesté par un référencement par l'Agence du numérique en santé, avec évidemment une publication des éditeurs et des solutions qui sont référencés, qui sera rendu public sur le site web de l'ANS au fur et à mesure du référencement des solutions. Alors, ce financement, il est versé effectivement directement à l'éditeur, mais ce n'est pas une aide à l'éditeur, c'est bien en contrepartie d'une prestation qu'il réalise au bénéfice du vrai bénéficiaire de tout ça, c'est-à-dire, là, dans le cas qui nous préoccupe, le médecin de ville. Aujourd'hui, tout donc, c'est le paiement en contrepartie d'une prestation, qui est la prestation qui est définie clairement dans les textes réglementaires. Et sur le périmètre de cette prestation, le principe est qu'il n'y a pas de surcoût pour le client final. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans le périmètre de cette prestation, dont je vous dirai un mot dans un instant, c'est sans surcoût pour le médecin. Je passe sur ce qu'il y a en bas de la page parce que ça concerne un peu moins les médecins de ville c'est surtout lié à l'hôpital où dans un hôpital, on a un certain nombre de types de logiciels différents et donc on a découpé ce dispositif pour pouvoir financer telle et telle grande fonction logicielle à l'hôpital. En médecine de ville, c'est plus simple, on est sur un type de logiciel qui est le logiciel de gestion de cabinet que vous connaissez tous, qui permet à la fois de gérer des dossiers patients au format électronique, de faire de l'aide à la décision médicale, etc. etc. Si on passe, pareil, je vais passer assez rapidement, ça c'est pour vous présenter les grands textes réglementaires qui encadrent ce dispositif. Donc il y a 3 documents. Le document là, qui est identifié numéro 2,
qui est le document le plus technique à destination des éditeurs. C'est ce qui définit l'ensemble des exigences techniques et fonctionnelles qu'un logiciel doit savoir gérer pour mériter le référencement Ségur. Le dossier de spécification et de référencement, pareil, s'adresse plutôt à l'éditeur. C'est ce qui va lui expliquer comment il peut candidater au référencement et comment il doit présenter les preuves de conformité de son logiciel. Et puis, le document d'appel à financement qui explique les modalités administratives et financières, encore une fois, plus orienté pour l'éditeur, car vous allez le voir, c'est bien l'éditeur sur lequel va reporter la charge administrative, hein, du dispositif. Évidemment, vous n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller consulter ces documents sur le site de l'ANS. Peut-être pour essayer maintenant, si on essaie d'être peut-être un peu plus concret, hein, c'est qu'est-ce que ça veut dire un logiciel de gestion de cabinet référencé Ségur? Donc là, aujourd'hui, avec les textes qui ont été publiés cet été, on a donc établi, en lien avec les représentants des médecins et les représentants des éditeurs, environ 150 exigences fonctionnelles et techniques, hein, qui doivent, pour lesquelles l'éditeur qui le souhaite doit faire la preuve que sa solution sait gérer l'ensemble de ces 150 exigences pour bénéficier du référencement. Et donc, on va retrouver une douzaine de grands blocs fonctionnels ou techniques, donc les services socles, hein, que j'ai déjà évoqués, hein, l'identité nationale de santé, le DMP, la MSS, etc., etc. Mais également d'autres fonctionnalités. Je pense à la génération de documents avec un point particulier sur la capacité à produire de façon relativement simple des VSM au format structuré. Si je parle maintenant en termes de consommation de documents, comment le logiciel sait consommer un compte-rendu de biologie, là aussi au format structuré, et donc c'est tirer toute la richesse des données contenues dans le compte-rendu pour les mettre à disposition du médecin. Et puis d'autres exigences plutôt d'ergonomie, hein, qui sont là aussi pour répondre à tous les freins, aux principaux freins à l'utilisation de ces outils numériques qui nous avaient été remontés. Et puis je dirais un mot tout à l'heure de la portabilité. Donc ça, c'est ce qui aujourd'hui sont dans les textes qui ont été publiés cet été. Il est prévu une deuxième vague de progrès de ces logiciels, plutôt à l'horizon de la rentrée scolaire prochaine, qui pareil viendra mettre un deuxième niveau d'exigence pour les logiciels de gestion de cabinet. Donc, si on essaie d'être peut-être encore plus concret, hein, en pratique, le logiciel il doit savoir comprendre et intégrer tous ces référentiels et services socles, qui sont encore une fois les briques de base, hein, pour le partage fluide et sécurisé des données de santé. Il doit savoir intégrer intelligemment les documents et les données numériques que le médecin de ville reçoit, soit de professionnels de santé, et puis donc soit par la messagerie sécurisée de santé, soit parce qu'il interroge le DMP de son patient. Il doit savoir aussi générer un certain nombre de documents et de données numériques au bon format, en particulier le VSM, on en a déjà parlé. Il doit savoir les envoyer simplement par messagerie sécurisée aux confrères impliqués dans le parcours de soins du patient, mais aussi aux patients. Il doit savoir les déposer dans le DMP du patient, et puis il doit respecter les exigences d'ergonomie dont je parlais tout à l'heure. Et puis, important, il doit être capable de rendre ces données finalement à l'utilisateur en mettant à disposition de l'utilisateur qui le souhaite, les données de santé du périmètre, de l'appel Ségur vague 1 sous un format donc lisible, exhaustif, exploitable et documenté par l'éditeur. L'idée étant notamment de faciliter à la fois des changements de logiciels, mais aussi et surtout la transmission de données. Je pense notamment au cas d'un médecin qui partirait en retraite ou d'un patient qui changerait de médecin traitant et qui pourrait ainsi plus facilement avoir accès aux données qui le concernent. Si j'avance un petit peu, donc en pratique, qu'est-ce que c'est que cette prestation Ségur qui est prise en charge par l'État? Donc évidemment, hein, elle est donc assez précisément définie par les textes réglementaires. Donc elle couvre plusieurs dimensions, donc à la fois la licence d'utilisation du logiciel, les frais d'installation, de configuration, la maintenance, j'en dirai un mot dans un instant. Le certificat logiciel de type organisation ne concerne pas les cabinets libéraux, il peut concerner certains centres de santé. Et puis évidemment la partie formation pour aider le professionnel de santé à prendre en main son nouveau logiciel. Point d'attention, hein, ce périmètre de la prestation qui est financé par l'État, il y a certains points qu'il ne finance pas. Typiquement, le financement des boîtes aux lettres MSS, hein, ne sont pas inclus dedans. Dans le cas où le passage à un logiciel de version
version Ségur nécessiterait un changement complet de logiciel, notamment pour quelqu'un qui serait sur une version extrêmement ancienne du logiciel, voire pour lequel il y aurait besoin de faire des achats, y compris de matériel, parce que le serveur est ancien, etc. Tout ça n'est évidemment pas pris en compte dans la prestation Ségur. Si je dis un mot peut-être maintenant sur un point qui est assez important sur la partie licence et maintenance, hein, qu'est-ce qui est aujourd'hui financé qu'est-ce qui est compris dans ce package Ségur financé par l'État? Donc, si je parle de la licence, ce qui est dans le paquet, c'est l'octroi des droits d'utilisation de la solution par le client final, c'est-à-dire le médecin de ville, sur le périmètre qui est financé par l'État. Et cette licence, ce droit d'utilisation, il se renouvelle aussi longtemps que le contrat support qui vous lie à votre éditeur est renouvelé, dans une limite de 6 années. C'est-à-dire, si je le dis plus simplement, vous passez un logiciel Ségur, tant que vous prolongez votre contrat avec votre éditeur, votre éditeur ne peut pas vous facturer un supplément pour ce périmètre-là jusqu'à la limite de 6 années. Si je dis maintenant un mot de la maintenance, ce qui est inclus dans le package, c'est la maintenance corrective, donc c'est la correction d'anomalies de fonctionnement du logiciel sur le périmètre du dossier de spécification que j'évoquais tout à l'heure, hein. Donc ça veut dire que l'éditeur s'engage à ce que ce périmètre fonctionnel continue de fonctionner aussi longtemps que le contrat qui vous lie à votre éditeur est renouvelé, là encore dans une limite de 6 années. Et que bien évidemment, tout ça n'est sans incidence sur toutes les autres dispositions du contrat qui pourraient exister dans le contrat qui vous lie à votre éditeur et sur lequel l'État n'est évidemment pas partie prenante. Je pense notamment à des maintenances qui seraient rendues nécessaires par des évolutions réglementaires postérieures à la publication de ces textes, à différents mécanismes d'évaluation des prix, ou en tout cas toute disposition qui pourrait préexister dans vos contrats. Et évidemment, cette disposition sur la maintenance, elle est conditionnée à l'existence d'un contrat de maintenance entre vous et votre éditeur. En pratique, hein, c'est ce que vous voyez sur le schéma d'à côté. Votre LGC, la différence entre la partie couverte par le dossier de spécification Ségur et puis le reste, en pratique, ce que vous allez avoir, c'est si votre logiciel ne marche pas, vous allez dire à votre éditeur, en fait, il ne marche pas. Vous ne saurez pas dire si ça vient de telle ou telle partie. Et donc, ces dispositions de maintenance sont évidemment conditionnées au fait que vous ayez souscrit un contrat de maintenance avec votre fournisseur. Si j'en finis là-dessus, sur la partie équipement, donc j'ai déjà dit un mot sur le reste à charge, hein. Tant qu'on reste dans le périmètre strict de la prestation que je viens d'évoquer, il n'y a aucun surcoût pour le client final. Le financement que l'État verse à l'éditeur, c'est bien en contrepartie de la réalisation complète de la prestation dans toutes ses dimensions. En termes de portabilité des données, donc, comme je le disais, hein, sur le périmètre des données couvertes par le dossier de spécification et de référencement de la vague 1 du Ségur, le fournisseur du coup s'engage à mettre en place une clause qui permette au client final d'avoir la mise à disposition de ces données sous un format donc lisible, exhaustif, exploitable et documenté, sous un délai de 15 jours et sans surcoût, parce qu'en fait, ce coût est déjà payé dans le financement qui est octroyé par l'État. Autre point important, cette prestation Ségur, c'est une prestation autonome. Ça veut dire que votre fournisseur ne peut pas exiger un réengagement contractuel ou ne peut pas lier l'accès à la prestation Ségur à la consommation d'un autre produit du catalogue. Et puis enfin, chose importante à avoir en tête, c'est bien aujourd'hui l'éditeur qui se charge de presque tout. Ce qui est attendu du médecin, c'est bien évidemment qu'il valide effectivement, en tout cas qu'il passe la commande auprès d'un fournisseur qui dispose d'un référencement Ségur, et puis le cas échéant, dans certains cas, attester de la bonne livraison de la prestation pour permettre à l'éditeur de toucher le financement de l'État. Voilà pour la partie équipement. Je ne sais pas, peut-être qu'on prend quelques questions. On fait une mini pause question. On attend à la fin pour. Parce que là, ensuite, il y a pas mal de sujets allait présenter Christophe. Je regarde s'il y a peut-être quelques questions. On peut prendre des questions, oui, pas de souci. Allez, il y en a quelques 4-5, je propose de les faire. Alors, les exigences d'ergonomie de type 1. Alors, le type 1, c'est une coquille. En fait, c'est la Task Force médecin de ville a basé ses travaux sur un travail plutôt de recueil de ce qui étaient aujourd'hui les principaux freins à l'usage des outils numériques remontés par des médecins. Et le travail de la Task Force a constitué
on va dire, à prioriser ces freins-là et à les traduire en exigences techniques et fonctionnelles dans les logiciels. Et donc, dans la vague 1, c'est-à-dire les textes publiés cet été, ont été inclus un premier lot d'exigences d'ergonomie qui correspondait à ce qui avait été remonté comme les freins principaux par les médecins impliqués dans la task force. Donc, c'est plutôt juste une numérotation. Il y aura un deuxième lot l'année prochaine. La portabilité des données. Alors, la portabilité des données, alors oui, tout à fait. Le principe, c'est bien l'export de données sans surcoût par rapport à ce qui a déjà été financé par l'État. Et j'attire votre attention sur le fait que, par contre, cet export de données, il est uniquement sur la partie, la partie du LGC qui est financée par l'État dans le cadre du Ségur. Hein. Donc, dans le cas de la médecine de ville, je n'ai plus exactement la liste de documents en tête, mais en tout cas, elle est dans les textes. Donc, ce n'est pas l'intégralité des données de votre LGC qui est couverte par cette disposition, mais bien cette partie du DSR vague 1 du Ségur. Sans surcoût. Alors là-dessus, si je comprends de ce que je comprends de la question, donc là dans la vague 1, pour être tout à fait transparent, hein, c'est un premier niveau de progrès sur les sujets de portabilité qui avait été bien identifié assez tôt dans la task force comme un des points bloquants, à la fois parce que c'était parfois trop long, parfois facturé de façon difficilement compréhensible par les utilisateurs médecins, et ce qui était aujourd'hui un frein à ce fonctionnement-là. Donc aujourd'hui en vague 1, premier niveau de progrès sur le périmètre qui est financé par l'État, on impose la possibilité, la disposition qui doit permettre à l'utilisateur du LGC de récupérer ces données sous un format qui doit être lisible, exploitable et documenté. Et à terme, peut-être dès la vague 2, l'idée est évidemment d'aller vers un format d'export le plus clair et partagé possible pour qu'encore une fois, on limite les coûts à la fois d'export et puis surtout de réintégration dans les nouveaux logiciels. Hein. Parce que je rappelle encore une fois, lorsqu'on parle de portabilité des données, il y a certes le fait d'obtenir les données du logiciel, mais ça, ce n'est qu'une partie du problème et qui est pas toujours la plus compliquée, c'est surtout de les réintégrer correctement dans un nouveau logiciel pour que le logiciel puisse les comprendre et les interpréter. Donc voilà ce qui est aujourd'hui prévu. Et je crois qu'il y avait une dernière question. Alors là-dessus, pour accompagner les médecins dont l'éditeur ne sera pas labellisé pour un changement avec un cahier des charges précis, une aide méthodologique et financière. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la balle est dans le camp des éditeurs pour faire référencer leurs solutions. On a travaillé évidemment de façon très rapprochée avec leurs représentants pour, on va dire, fixer la bonne hauteur de marche pour que la majeure partie des éditeurs du marché soient capables d'intégrer ces exigences et d'être référencés Ségur. Hein. Donc tous ne seront peut-être pas. Pour ceux qui aujourd'hui sont sur un produit qui ne sera pas référencé Ségur, après chaque médecin fera un choix libre et c'est évidemment pas l'État qui va le prescrire. En tout cas, on travaille tous collectivement pour qu'il y ait une offre de marché référencée Ségur le plus tôt possible. Après, sur l'aide méthodologique et financière, si vous parlez du changement de logiciel, aujourd'hui, encore une fois, le passage à une version Ségur, quelle qu'elle soit, que ce soit la version Ségur de votre éditeur actuel ou la version Ségur d'un nouvel éditeur, elle est effectivement prise en charge dans le cadre du SENS que je viens de vous présenter. Évidemment, ce dispositif financé par l'État, il est tout à fait agnostique par rapport à qui est l'éditeur derrière, tant que l'éditeur est référencé, a fait référencer sa solution à l'ANS. Donc, encore une fois, vous restez chez votre éditeur actuel pour passer à sa version qu'il a fait référencer Ségur, ou vous changez d'éditeur pour aller vers un éditeur qui lui-même a été référencé Ségur. Ça, c'est évidemment au libre choix du praticien. Et je prends la dernière question et après je laisserai la parole à Christophe pour parler d'avancer dans la pratique métier. Alors l'alimentation du DMP à partir du logiciel métier sera-t-elle automatisée? Même le VSM sera-t-il auto-alimenté lors des modifications dans le logiciel métier? Alors aujourd'hui de mémoire, parce que j'ai plus tout le détail des 150 exigences en tête, ce qui est important à voir, c'est que l'alimentation du DMP, elle n'est pas automatique. Je pense que le mot n'est pas le bon. Par contre, le bon mot à voir, c'est par défaut.
C'est-à-dire qu'en fait, sans effort particulier, quand vous serez dans le cas d'usage général, de la même façon que vous allez enregistrer le document que vous avez édité ou vous êtes en train de l'imprimer pour le remettre à votre patient, ce même bouton permettra de l'envoyer automatiquement dans le DMP, avec évidemment la capacité pour le praticien de débrayer cet envoi par défaut lorsque vous êtes dans des cas métiers où le document n'a pas à être envoyé dans le DMP. Et puis sur le VSM, le référentiel d'exigence contient plutôt, on va dire, des aides à la réalisation du VSM, mais par contre, il n'y a pas de module de création de VSM automatique, hein. Le VSM, c'est bien un document médical, hein, qui doit être fait par le médecin et pas par le logiciel. Par contre, il y a un certain nombre d'exigences qui ont été incluses plutôt pour faciliter la création de ces VSM, notamment avec des petits moteurs de recherche qui vont vous permettre d'aller plus simplement interroger un certain nombre de bases et de référentiels de médicaments, de maladies, etc., etc. Je m'arrête là pour le volet de questions et je passe la parole à Christophe qui va nous parler du coup en quoi tout ça est porteur d'avancée pour la pratique métier. Merci Benjamin. Tout le monde m'entend? On m'entend bien? On entend très bien, oui. Très bien. On m'entend bien? Ouais, ok. Merci beaucoup. Donc oui, je vais en effet essayer de vous expliquer comment tous ces travaux sur le Ségur numérique en santé va transformer en mieux votre quotidien dans la gestion des documents de santé au sein de vos cabinets. Alors, ça a déjà été dit, mais c'est vraiment important de le souligner. Tous ces travaux, ils sont évidemment à recontextualiser dans le futur panorama du numérique dédié à la santé, marqué à partir du 1er janvier 2022 par la création de Mon Espace Santé pour tous les citoyens. Mon Espace Santé, on l'a déjà dit, et j'espère que vous le savez maintenant, c'est un espace numérique sécurisé dédié à la santé à destination de chacun des citoyens. Et au sein de cet espace santé, chaque citoyen pourra retrouver son DMP où il pourra ranger, archiver ses documents de santé. Il y aura également accès à une messagerie usager sécurisée qui lui permettra d'échanger des documents de santé avec les établissements ou avec différents professionnels de santé. Et Mon Espace Santé est une plateforme numérique sécurisée qui va offrir aux citoyens et aux patients des outils qui vont véritablement leur permettre d'avoir une place plus centrale et plus active dans la gestion de leurs événements de santé. Alors, comme on l'a dit, les travaux sur le Ségur, ils ont été segmentés en différents couloirs. Et les avancées de ces travaux, ils sont de deux types. Ils sont à la fois transversaux sur tous les couloirs et puis spécifiques à certains couloirs, et c'est ce dont je vais vous parler. Alors, cette slide, c'est peut-être juste pour illustrer qu'il y a vraiment les travaux sur le Ségur numérique sont d'une importance telle qu'on pense qu'il va vraiment y avoir un avant Ségur numérique et un après Ségur numérique. Avant le Ségur numérique, c'était l'ère où les échanges sont essentiellement des échanges de documents papier, aussi avec tout l'inconvénient qu'on le connaît, c'est-à-dire les patients qui arrivent dans vos cabinets et le docteur, moi j'ai oublié mon compte-rendu, ou les patients qui sortent d'hospitalisation, qui arrivent chez vous et vous n'avez pas reçu le compte-rendu d'hospitalisation et le patient ne sait pas bien vous expliquer ce qui s'est passé. On va espérer que tout ça change très vite avec les échanges massifs dématérialisés de documents de santé après le Ségur numérique. Ces documents, certains existent déjà au format dématérialisé. C'était le volet de synthèse médicale, bien sûr, qui s'échange déjà un peu aujourd'hui. Mais il y en avait d'autres. Il y avait la lettre de liaison de sortie, le dossier de liaison d'urgence et depuis peu la demande d'acte de télémédecine. Il y a deux documents quand même qui manquaient et qui font vraiment le quotidien de l'activité des médecins. C'est le compte-rendu de biologie et le compte-rendu d'imagerie médicale. C'est vraiment des informations médicales qui font votre quotidien à vous, médecins. Ces documents, ils ont été créés aujourd'hui au format dématérialisé grâce aux travaux sur le Ségur numérique. Alors, comme l'a dit, oui, peut-être c'est la slide d'avant, mais hyper vite parce que c'est une slide que vous avez déjà vue. Les travaux sur le Ségur numérique, ils s'accélèrent autour de référentiels socles que sont l'INS et ProSanté Connect, et puis de services socles que sont le DMP et la messagerie sécurisée. Et puis je vais vous en parler un petit peu rapidement pour voir quelles sont les avancées en pratique pour vous, à commencer par l'INS, l'identité nationale de santé, que j'espère vous connaissez un petit peu maintenant. Qu'est-ce que c'est que l'INS? Je le rappelle, c'est un matricule et 5 traits d'identité, le nom de naissance,
le prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et la commune de naissance. L'identité nationale de santé, c'est vraiment une avancée majeure sur deux plans, sur le plan de l'identito-vigilance et sur le plan de l'interopérabilité. Sur le plan de l'identito-vigilance, d'abord parce que l'INS, il sécurise le rapprochement entre le document numérisé du patient et la personne physique concernée. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On a tous des Dupont dans notre clientèle. Il s'agit quand même de faire en sorte que le document concernant M. Dupont aille dans le bon dossier Dupont. Et ça marche avec un D ou avec un T, bien sûr. Autre avancée majeure, c'est une avancée sur l'interopérabilité. Je ne vais pas vous faire un cours sur ce que c'est que l'interopérabilité. En tout cas, en gros, l'interopérabilité, c'est ce qui fait que les systèmes d'information se parlent les uns aux autres. Et donc, une avancée sur l'interopérabilité, en gros, il faut retenir que c'est un gain de temps sur le classement de vos documents. Alors, peut-être slide suivante. Autre référentiel impacté par le Ségur du numérique, c'est le référentiel en lien avec ProSanté Connect. ProSanté Connect, c'est très lié à la ICPS. Et la ICPS, vous le savez, c'est comme une CPS dématérialisée. Hein. Elle vous offre le même niveau de sécurité que votre CPS et elle permet aux professionnels de santé ou aux professionnels du médico-social de s'authentifier directement auprès des services en ligne grâce à son mobile avec sa tablette et sans passer par un poste qui soit configuré et équipé par un lecteur de carte. Donc, c'est quand même une souplesse dans l'exercice d'accès à certains services. Et cette ICPS est un dispositif d'authentification que les services en ligne peuvent offrir en se raccordant à un autre service qui s'appelle ProSanté Connect. Et ProSanté Connect réalise l'authentification des professionnels de santé à la place des services numériques de santé et décharge les acteurs de cette gestion. Il vous permet donc de vous authentifier de manière forte à aujourd'hui plus d'une cinquantaine de services à l'aide de votre smartphone ou de votre tablette. Et donc, en imposant d'intégrer les exigences du référentiel du service ProSanté Connect à tous les systèmes d'information de santé, votre ICPS va vous permettre d'accéder très facilement et en mobilité également à vos logiciels ainsi qu'à tous les services de santé numérique. Alors, slide suivante, oui, un accès facilité au DMP à la messagerie sécurisée. Évidemment, comme vous le savez, la feuille de route et la doctrine du numérique en santé redéfinissent la messagerie sécurisée et le DMP comme respectivement les services socles d'échange et de partage de données de santé. Et leur utilisation est évidemment capitale pour assurer une bonne coordination entre les différents professionnels de santé, mais aussi bonne coordination entre le patient et les établissements et une bonne coordination entre le patient et les professionnels de santé. Donc, l'enrichissement du DMP et la sécurisation des échanges de la messagerie sécurisée sont évidemment des enjeux majeurs du Ségur numérique en santé. Et le Ségur numérique en santé impose évidemment aux éditeurs des exigences fonctionnelles d'ergonomie qui vont rendre beaucoup plus facile et beaucoup plus simple l'accès au DMP ainsi qu'à la messagerie de santé sécurisée. Alors ça, je vous ai parlé un petit peu des avancées transversales. Maintenant, on peut voir un peu couloir par couloir quelles sont les avancées, même si aujourd'hui le webinaire s'adresse plus particulièrement aux médecins de ville. C'est quand même intéressant d'avoir une petite vue d'ensemble sur les avancées couloir par couloir. On va quand même commencer par les avancées pour les médecins de ville. Comme je l'ai dit, les avancées, c'est évidemment grâce à l'INS, une facilité de classement des documents qui vont finalement se classer automatiquement dans les dossiers concernés et les médecins en seront informés par des fonctions d'alerte. Comme je l'ai dit, également une facilitation de connexion à l'accès des différents LGC et des différents services numériques grâce à la ICPS et grâce à l'appui du service ProSanté Connect. Comme je viens de le dire aussi précédemment, une facilitation de connexion d'accès au DMP et à la MS Santé, un accès à la e-prescription unifiée qui sera parfaitement opérationnel quand les travaux en cours sur la task force de pharmacie auront également implémenté le pendant nécessaire à l'utilisation de la e-prescription unifiée. Et puis l'identification des patients
par leur carte vitale dématérialisée grâce à l'intégration de l'application carte vitale. Enfin, comme l'a souligné à plusieurs reprises Benjamin, les éditeurs seront contraints de mettre à disposition les données de santé sous un format lisible, exhaustif et exploitable, ce qui va répondre. Alors, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit, merci. Ce qui va répondre à deux attentes. Hein. D'une part, l'attente de certains médecins de se sentir quand même plus libre aussi, de pouvoir changer de logiciel si c'est leur souhait. Et puis, répondre à l'attente de certains patients qui souhaitent pouvoir aussi récupérer leur dossier de santé quand leur médecin part à la retraite. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir sur le couloir médecine de ville, c'est quand même vraiment un gain de temps de classement de documents pour les médecins et aussi un renforcement sur l'identitovigilance, excusez-moi, quant au classement de ces documents. Alors, sur la slide suivante, les avancées en pratique pour les biologistes, je ne sais pas s'il y a des biologistes dans l'auditoire, mais en tout cas, les biologistes vont pouvoir consulter de manière beaucoup plus simple le DMP des patients sans réidentification et grâce à leur ICPS. Comme je l'ai dit, il va y avoir un nouveau document créé qui va s'appeler le compte-rendu de biologie et les logiciels de gestion de biologie vont générer automatiquement ces comptes rendus de biologie au format structuré et au format non structuré. Ces documents vont être également systématiquement envoyés dans les DMP et dans les messageries sécurisées. Enfin, grâce à l'INS, ces comptes rendus vont pouvoir se rattacher directement dans le dossier correspondant au sein des logiciels des correspondants, qu'il s'agisse des logiciels des DPI pour les établissements, mais aussi pour vous, les logiciels de gestion de cabinet pour les médecins de la médecine de ville. Enfin, une grande avancée pour le couloir de biologie, mais également pour tout le monde, c'est la structuration des résultats de biologie, structuration qui vont permettre de tracer des cours de... Alors, je ne sais pas ce qui s'affiche sur l'écran. Je ne sais pas si c'est moi, si c'est mon écran. Oui, excusez-moi. Alors, non, peut-être Didier, si tu peux revenir sur la biologie. Excusez-moi, je termine. Donc, l'avantage de la structuration des données de santé, des données de biologie, ça va être évidemment de pouvoir tracer des courbes, de pouvoir avoir des fonctions d'alerte, de pouvoir préparer des documents de synthèse. Et enfin, une avancée qui concerne vraiment plus strictement les biologistes, mais peut-être y en a-t-il aujourd'hui, c'est justement pour permettre de structurer cette donnée, la généralisation d'un jeu de valeurs qu'on appelle le jeu de valeurs circuit de la biologie. Donc, ce qu'il faut retenir comme avancée vraiment significative sur ce couloir de la biologie, c'est vraiment la structuration de la donnée, la création de ce document compte-rendu de biologie et évidemment la facilitation dans les échanges de documents avec les patients et avec les médecins. Alors, si on regarde maintenant les avancées concernant le couloir de la radiologie, de manière un petit peu similaire, ce sont la consultation possible du DMP pour les radiologues et ce de manière facilitée grâce à un seul bouton dans leur RIS, ce qui va permettre quand même aussi aux radiologues de faire aussi leur métier de manière encore comment dirais-je, de manière mieux informée. Les radiologues, ils ont évidemment besoin d'avoir de l'information sur l'historique du malade. De temps en temps, ils reçoivent une prescription, faites un scanner thoracique, ils ne connaissent pas toujours le pourquoi, le comment, ou de temps en temps, il y a la nécessité de pouvoir comparer des images évolutives. Et ce sera maintenant plus facile en pouvant accéder facilement au DMP de leurs patients si le correspondant n'a pas eu la possibilité de mettre un petit peu d'anamnèse sur la demande d'examen. De la même manière, va être créé donc, ce document compte-rendu d'imagerie médicale et les RIS vont le générer automatiquement et ce document sera au format non structuré et au format PDF. Ce document compte-rendu d'imagerie médicale, il va pouvoir être envoyé systématiquement à l'attention des demandeurs
et à l'attention des patients. Et de la même manière, en étant rattaché à l'INS du patient, il va pouvoir s'incrémenter dans le bon dossier des logiciels, des correspondants, des radiologues. Enfin, j'insisterai, je vais passer très rapidement là-dessus parce que c'est une avancée qui concerne vraiment que les radiologues, mais il y en a peut-être dans l'auditoire. En tout cas, la gestion des comptes rendus d'imagerie non validés ou provisoires avec notification à l'utilisateur si délai de validation est dépassé pour les logiciels des correspondances. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité à destination des radiologues et ils ont été aussi informés de ce point. En tout cas, pour résumer les avancées sur le couloir radiologie, je résumerai en 3 points. Donc, la création de ce fameux document compte-rendu d'imagerie médicale, l'accès facilité à l'historique du patient pour les radiologues et aux anciens résultats d'imagerie grâce à l'accès dans les DMP, et puis la facilitation des échanges de documents avec le patient et les médecins. Dernier couloir, dernière avancée, le couloir de l'hôpital. Là encore, c'est l'envoi automatisé massif des documents à la sortie des patients et à la sortie qui vont être envoyés à la sortie des patients dans les DMP des patients correspondants ainsi que dans leur messagerie sécurisée. Les DPI vont également pouvoir recevoir les différents comptes rendus de biologie et d'imagerie réalisés à l'extérieur de l'établissement. Ça, c'est vraiment un plus. On imagine tout de suite l'avantage pour les patients qui ont des pathologies chroniques. On prend l'exemple des patients qui ont des pathologies cancéreuses. Les patients font leur bilan en externe, biologie, marqueurs biologiques, un scanner, de l'échographie. Tous ces documents vont pouvoir être envoyés dans les dossiers patients des DPI à l'intérieur des systèmes d'information hospitaliers à l'attention des équipes soignantes hospitalières. De la même manière, j'insiste encore sur l'identito-vigilance, avec renforcement également pour l'hôpital de l'identito-vigilance par génération des appels au téléservice INESI pour une sécurisation de l'identification partagée des patients. Donc, ce qu'il faut retenir encore une fois sur ce couloir hôpital, c'est que les examens complémentaires faits à l'hôpital vont pouvoir être envoyés et bénéficier aux médecins de ville ainsi qu'aux patients, de la même manière que les examens complémentaires faits par les patients à l'extérieur de l'hôpital vont pouvoir être adressés au dossier hospitalier ainsi qu'aux patients et aussi bénéficier aux médecins hospitaliers. Voilà pour les avancées dans les différents couloirs. Alors peut-être pour terminer, après avoir dit tout ce que je viens de dire, une slide illustrative où on voit au centre le médecin de ville, qui peut d'ailleurs être un médecin traitant ou un spécialiste, et on voit un peu sur cette slide illustrative les différents flux entrants, les flux qui arrivent dans son logiciel avec les lettres de liaison de sortie, suite à la sortie d'hospitalisation des patients, le volet de synthèse médicale qui peut être envoyé d'un médecin traitant à l'attention d'un correspondant spécialiste, en entrant également les comptes rendus de biologie et les nouveaux comptes rendus d'imagerie médicale. Et puis en flux sortant, la lettre de liaison de sortie, on peut imaginer un médecin spécialiste qui travaille dans différentes cliniques, mais qui a aussi un logiciel de gestion de cabinet et qui souhaiterait adresser un compte rendu de sortie à l'attention de ses correspondants. Eh ben, il peut le faire. De la même manière que les médecins de ville, les médecins traitants vont pouvoir adresser et pousser dans le DMP de leurs patients ou dans les messageries sécurisées des volets de synthèse médicale. Également en flux sortant des documents e-prescription et puis également, on n'en a pas parlé, mais ce sera possible, des demandes d'actes de télémédecine et d'autres documents à l'attention de l'espace santé du patient, comme des documents, des déclarations, des documents, des certificats de sport. On peut imaginer différents types de documents qui seront envoyés dans les DMP des patients. Alors, une fois qu'on a dit tout ce qu'on a dit, ça va un peu vite là pour moi, Didier, peut-être la slide d'avant. Alors, quelles sont les démarches pour vous? Vous allez vous demander, vous les médecins, mais finalement, qu'est-ce qu'on a à faire?
Ce que vous avez à faire, elle est résumée sur une seule slide. Ce qu'il y a à faire, c'est passer commande et retenir 2 dates. La première date à retenir, c'est celle du 15 juillet 2022. C'est la date avant laquelle vous devez passer commande auprès de votre éditeur de logiciel ou finalement auprès de l'éditeur de logiciel de votre choix. Et cet éditeur de logiciel, il va entamer des démarches commerciales auprès de vous afin de vous proposer le passage du logiciel à une version référencée Ségur, soit parce que son logiciel a déjà été référencé par l'ANS, soit parce qu'il envisage de le faire référencer dans les prochains mois, auquel cas il s'agit d'une commande sous condition qui ne sera valable que si le logiciel est en effet référencé sous 4 mois. L'autre date qu'il est important de retenir, c'est celle du 15 octobre 2022. C'est la date avant laquelle l'éditeur doit avoir terminé sa prestation. L'éditeur doit en effet réaliser une prestation qui comprend plusieurs choses. L'installation du logiciel sur vos postes, mais également, cette prestation, elle comprend aussi de la formation. Vous devez être formé à l'utilisation de cette nouvelle version de logiciel. Et enfin, l'éditeur doit s'engager à envoyer un certain nombre de documents qui sont listés en dessous, une dizaine de documents avec l'INS dans le DEP, une dizaine de documents avec l'INS qualifié dans la messagerie sécurisée et également un document test dans la messagerie du patient afin de pouvoir montrer que la version qu'il a installée sur vos logiciels est vraiment opérationnelle et afin que lui puisse, après avoir envoyé ces documents, permettre le paiement de sa prestation par l'État. Donc voilà, pour vous, médecins, vraiment une chose essentielle à retenir, voilà, passez commande et mettez-vous en lien rapidement avec votre éditeur de logiciel ou l'éditeur de logiciel de votre choix avant la date du 15 juillet 2022, date butoir à laquelle vous devrez avoir passé commande pour ces nouvelles versions. Voilà. Je crois qu'on va… Oui, alors peut-être, on a édité une fiche pratique qui résume de manière quand même beaucoup plus succincte tout ce qu'on vient de vous dire, que vous pourrez trouver sur le site de notre agence, ou si vous voulez flash-coder ce QR code, vous tomberez directement sur cette fiche pratique. Je rappelle également que ce webinaire est enregistré, donc si vous voulez le revisionner ou adresser le lien à des collègues, n'hésitez pas. Et puis enfin, je dirais qu'on se tient à votre disposition. Beaucoup de médecins étaient invités, notamment des médecins institutionnels, les conseils départementaux de l'ordre, des URPS. Si vous souhaitez qu'on fasse une intervention auprès de votre conseil départemental, auprès de votre URPS, vous nous contactez, on le fera évidemment avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt. Voilà, je pense qu'on va passer aux questions. Merci Christophe. Merci beaucoup Christophe. Du coup, effectivement, je propose, ce que je vous propose, c'est on remonte le fil des questions, puis je me permettrai de les distribuer à mes petits camarades en fonction de la thématique. Je l'ai fait un peu dans le désordre, mais sur les modalités de commande, est-ce que ça se fait par mail ou par un formulaire à l'éditeur? Encore une fois, tout ça, c'est à voir avec votre éditeur. Il aura, lui, derrière un certain nombre d'obligations administratives pour bénéficier du financement de l'État. Par contre, il n'y a pas d'obligation de l'autre côté. Ça peut être un mail, ça peut être une signature papier, ça peut être une signature électronique. Ça, c'est évidemment à voir avec votre éditeur. Il y avait plusieurs questions sur l'usage de la messagerie sécurisée par le citoyen. Donc là, c'est en lien avec mon espace santé. Je ne sais pas si tu veux dire un mot, peut-être Thomas, sur les cas d'usage qui sont prévus, notamment dans quel sens ça fonctionne et avec qui. Oui, tout à fait. Et effectivement, ça rejoint plusieurs questions qui ont été posées. En fait, peut-être le cas d'usage important et celui qui a été négocié d'ailleurs avec les syndicats de médecins et le Conseil de l'ordre des médecins, c'est qu'en fait, le patient ne pourra pas initier une conversation avec son médecin. Ça sera toujours dans l'autre sens. C'est le médecin qui sera à l'initiative du premier envoi de mail vers son patient. Donc, ça peut être
l'envoi, je sais pas, d'une fiche conseil, ça peut être l'envoi d'une d'ordonnance, mais en fait, c'est vraiment le choix du médecin, c'est lui qui initie. Ça, c'était vraiment un point important qu'on a travaillé avec les différentes instances représentatives des médecins. Donc, c'est un médecin qui pourra initier la messagerie sécurisée. Et juste, je prends en même temps que ça rejoignait des sujets sur la MSS et l'INS, peut-être pour faire le lien sur l'INS avec des changements de numéro de sécurité sociale. En fait, c'est l'intérêt de l'INS qu'a présenté Christophe, c'est qu'en fait, chaque citoyen a vraiment un identifiant national de santé qui est unique. Ce n'est pas parce qu'un enfant, par exemple, est rattaché de manière administrative à sa caisse primaire sur le numéro de sécurité sociale de ses parents. En fait, il a un INS qui sera au sein de son espace santé, qui est un numéro, qui est souvent, pour nous adultes, c'est souvent notre numéro de sécurité sociale avec la clé, mais le professionnel de santé pourra communiquer de manière unique et ciblée vers chaque citoyen de manière totalement décorrélée de la famille. Merci Thomas. Je vois qu'il y a d'autres questions autour, notamment de ce qui se passe à l'hôpital. Donc peut-être juste un mot là-dessus, hein, où effectivement, alors on l'a passé un peu vite dans le début du diaporama, mais il y a évidemment le pendant de tout ce qu'on a raconté là pour les médecins de ville, qui s'applique aussi à l'hôpital, donc à la fois pour doter les grandes fonctions ici de l'hôpital de logiciels interopérables et sécurisés, et puis des dispositifs d'incitation aux usages numériques. Donc, donc des programmes qui font le pendant de ce que fait l'avenant 9 à la Convention médicale pour les médecins de ville, notamment avec le programme SONES qui est mis en place par la DGOS, qui fait qu'en fait les établissements de santé ont une incitation désormais financière à utiliser, à envoyer un certain nombre de commandes dans le DMP du patient, à communiquer par messagerie sécurisée de santé avec la ville. Donc tout ça pour dire que j'ai vu plusieurs remarques sur est-ce que ça marchera bien dans les deux sens et qu'on sera aussi alimenté et non pas uniquement à verser des documents. Donc oui, bien sûr, tout ça est prévu. Sur la partie établissement, de mémoire, le programme de la DGOS est déjà lancé et on est dans la première fenêtre de candidature pour les établissements sur, on va dire, la première phase qui est plutôt centrée sur l'alimentation du DMP, sachant que le DMP d'un patient alimenté, ça vous permettrait aussi, hein, via votre logiciel Ségur, d'y avoir accès via la partie consultation du DMP. Et il est bien sûr prévu un deuxième volet plutôt centré sur l'usage de la messagerie sécurisée de santé, pour lequel un pilote est en place et qui aura vocation à se généraliser, je pense, à partir de l'année prochaine. Voilà sur les sujets plutôt hôpitaux. J'avoue qu'il y a une ou deux questions un peu trop pointues pour moi sur le détail des comptes rendus d'imagerie. Olivier Classe, le directeur du programme, saurait répondre Ouais, je peux beaucoup peut-être mieux que moi. en prendre une. C'était est-ce que, même si c'est du PDF, est-ce que ça permettra d'être classé quand même avec le nom de Oui, pour l'établissement? moi, oui. Oui, on peut répondre oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle les CDA R2 niveau 1, qui sont du PDF. Mais en fait, c'est quand même des documents qui sont typés avec ce qu'on appelle des métadonnées, qui sont des prérequis, notamment avec l'auteur, le nom du document, donc des tags qui sont au niveau du document, ces métadonnées qui permettent justement de les classer automatiquement dans votre logiciel de gestion de cabinet. Et du coup, je peux prendre l'autre question imagerie. Comme ça, on aura fait un numéro de duetiste. Pourquoi le compte rendu d'imagerie n'est pas structuré comme celui de la biologie? Alors ça, c'est le résultat du travail de chaque task force, hein, qui a en fait confronté à la fois les besoins et les ambitions des professionnels, et aussi on va dire la réalité du marché des éditeurs à un moment donné. Et l'idée de chaque task force a été bien de définir cette hauteur de marge qui était accessible à tous ou au plus grand nombre dans le délai imparti du Ségur. Donc il y a des choix qui ont été faits. Donc les biologistes sont allés sur un compte rendu déjà structuré, parce qu'ils pouvaient aussi s'appuyer sur, on va dire, une maturité collective qui était peut-être un petit peu plus avancée sur ces questions-là. Je sais que le côté imagerie, il y a d'autres challenges techniques qui vont occuper notamment la vague 2 du Ségur. Donc je pense qu'en vague 2, on aura un certain nombre d'autres documents qui seront en version structurée, donc dans le CDA R2 niveau 3 pour parler techniquement. Voilà, donc c'est des choix de priorité qui ont été faits, mais effectivement, il y aura une vague 2 et puis d'autres évolutions ensuite pour avoir de plus en plus de données structurées dans le parcours de soins. Il y avait une question hôpital sur est-ce que les services des urgences sont concernés. Alors, oui et non, au sens les logiciels qui sont aujourd'hui font l'objet d'un dispositif de système ouvert non sélectif. Hein. Il y en a 3, donc 3 grandes fonctions qui sont le dossier patient informatisé, le référentiel d'identité
ou la gamme, hein, et les plateformes d'intermédiation. Donc, de façon indirecte, hein, le service d'urgence pourra, grâce au DPI, accéder à un certain nombre d'informations. Après, il n'y a pas de SONS sur un logiciel spécifique aux urgences aujourd'hui. Et puis, j'avais vu d'autres questions. Il y avait plusieurs questions autour de l'identito-vigilance. Et j'ai envie de peut-être laisser Christophe en dire un mot. Alors, Sur est-ce qu'on demandera la pièce d'identité à chaque fois, peut-être pour rappeler un petit peu les principes de ce qui est attendu en ville, notamment sur la qualification de l'identité. Alors, c'est vrai qu'il est comme je le disais, en fait, l'INS, il permet de rapprocher, grâce au numéro de matricule et à ses traits d'identité, le document dématérialisé de la personne physique. Donc, c'est vrai qu'il est de bonne pratique de s'assurer au moins une fois dans l'ensemble des échanges qu'on va avoir avec son patient de la réalité de son identité civile. Voilà, il s'agit absolument pas de flicage, mais il s'agit simplement au moins une fois dans les échanges de s'assurer de la réalité de l'identité civile, d'autant que des fois les patients ne se font pas appeler par leur nom, leur nom civil. Des fois, ça peut être pour les femmes le nom marital. Donc voilà, il s'agit d'opérer à cette vérification au moins une fois. C'est une règle de bonne pratique d'identito-vigilance. C'est tout. Merci Christophe. Je poursuis les nouvelles questions. Alors, sur le montant du financement de l'éditeur, alors de mémoire, pour la médecine de ville, la mise à jour Ségur, je crois que le montant payé à l'éditeur pour la prestation Ségur, c'est 430 € pour un médecin en cabinet libéral. Donc un cabinet de groupe où il y a N médecins, c'est N fois ce montant-là. Et puis une fonction affine, dont je n'ai plus exactement les chiffres en tête, pour ce qui sont les structures d'exercice coordonné, centres et maisons de santé, qui sont, grosso modo, il y a un fixe et puis une partie qui est proportionnelle aux effectifs de la structure. Et est-ce que cela couvre le coût d'acquisition? Je ne sais pas ce que vous appelez le coût d'acquisition. En tout cas, c'est le montant qui a été fixé par l'État comme étant le bon niveau de financement pour la prestation qui était attendue, étant évidemment entendu que c'est forcément une taille unique pour l'ensemble des éditeurs, mais on a essayé de travailler dans la task force, à la fois avec les médecins et les représentants d'éditeurs, à aller au plus près du prix de la prestation qui a été défini dans les textes. Et la réalité, c'est que chaque éditeur peut choisir ou non de s'engager dans le Ségur en fonction des financements qui sont disponibles. Je vois d'autres questions sur les délais. Celle-là, je pense qu'elle est intéressante. Donc, la commande, c'est avant le 15 juillet au plus tard. L'éditeur a jusqu'au 15 octobre pour dire qu'il a fini la prestation. Alors, si pour une raison X ou Y, la prestation n'est pas livrée, en fait, ce qui est en risque, ce n'est pas le forfait structure 2023. En fait, c'est le financement de l'éditeur qui est en risque. C'est à l'éditeur d'avoir fini la prestation avant le 15 octobre 2022 pour la vague 1, parce que c'est la date limite pour que l'État lui paye sa prestation. Donc, sur le papier, aujourd'hui, dans les textes, s'il ne livre pas le 15 octobre, il ne sera pas payé de sa prestation Ségur par l'État. En pratique, hein, le fait de disposer d'un logiciel Ségur, d'un logiciel référencé Ségur en 2023, on est sur une autre disposition. Et dans le cas que j'évoque, hein, le premier risque, c'est le paiement par l'éditeur qui risque d'être perdu. Je vois une question. Ouais, excuse-moi, Benjamin, je voyais. Est-ce que ce sera encore la norme H' pour la bio qui est inefficace, car on doit réidentifier pour chaque bio et chaque labo à quoi ça correspond? En tout cas, non. Justement, l'avantage de passer sur de la donnée structurée, c'est qu'on va sortir du système H' qui, comme le met la personne, est inefficace. En tout cas, avoir recours à de la donnée structurée en se basant sur la classification Loink va apporter vraiment un gros plus par rapport à H'. Merci Christophe. Je vois d'autres questions sur le financement par utilisateur. Alors, alors, encore une fois, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement des coûts de développement pour les éditeurs. Et là, vous pouvez me croire, l'ensemble des éditeurs de la place sont aujourd'hui en train de
travailler en R&D pour intégrer l'ensemble des exigences qui ont été publiées cet été. Après, encore une fois, vous l'avez vu dans la prestation Ségur, il y a entre guillemets pas que de la licence et du développement, c'est bien un ensemble. Donc, il y a à la fois développer les fonctionnalités, le déployer. Alors, d'un éditeur à l'autre, ça peut être plus ou moins simple en fonction de ce qu'ils sont sur un modèle SaaS ou non. Il y a les dispositifs de formation. Donc, c'est vraiment ce package-là. Et il y a un choix qui a été fait, que l'on assume, qui était de dire on ne pouvait évidemment pas faire un tarif qui prenne en compte la particularité de chacun des éditeurs de la place, qui évidemment avaient tous une bonne raison de dire que leur coût variait en fonction de X ou de Y. Et le choix qui a été fait, c'est bien un montant pour chaque médecin. Donc, équiper un médecin d'un logiciel référencé Ségur, le montant a été fixé par l'État. Et sur la réflexion sur le montant absorbé par l'éditeur, encore une fois, le montant en question, c'est tout sauf une aide versée à l'éditeur. C'est l'achat d'une prestation dont bénéficie in fine le médecin de ville et qui est financé par l'État. Comme vous l'avez vu, on est passé assez vite dessus, mais vous avez tous les documents en ligne pour ceux d'entre vous qui en auraient la curiosité. Il y a 150 exigences à respecter. Donc, il y a un niveau d'exigence vis-à-vis des éditeurs pour être référencé Ségur et donc pour accéder à ce financement public qui est déjà très significatif. Et puis, les médecins qui ont participé aux travaux de la task force pourront en témoigner. L'accompagnement et la formation seront-elles sans limite? Alors non, évidemment, tout n'est pas sans limite. Vous vous doutez bien que dans les textes, on a périmétré la prestation. J'ai plus en mémoire exactement la formulation du texte réglementaire. Je crois que notamment s'agissant des médecins libéraux, la modalité est laissée libre à l'éditeur. Est-ce que c'est une formation à distance, par vidéo, par e-learning, etc. Par contre, la chose importante à savoir que Christophe a rappelé à la toute fin de son intervention, c'est qu'in fine, le financement, le paiement de la prestation, du solde de la prestation à l'éditeur, il est conditionné au fait que les envois vers le DMP par MSS atteignent un premier seuil. Donc ça, c'est pour moi la meilleure garantie que l'éditeur ne va pas vous installer un logiciel et partir en courant. En fait, il est, entre guillemets, obligé pour toucher le financement de s'assurer que vous avez bien pris en main le logiciel et que vous allez pouvoir l'utiliser, parce qu'in fine, c'est bien l'atteinte de ces seuils d'usage par vous, grâce à son logiciel, qui vont permettre, qui seront vérifiés par l'État pour lui verser le financement de sa prestation. Alors après, sur la remarque sur le ailleurs dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais avouer, j'aurais du mal à répondre de façon précise à cette question. Je sais que Ouais. vas-y, tu voulais te lancer peut-être, Ouais, Christophe. peut-être juste deux, Thomas. trois éléments là-dessus. Effectivement, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, je pense que c'est la concomitance de plusieurs actions en même temps qui fait qu'on est vraiment singulier en France et peut-être on est les précurseurs. C'est-à-dire, on va combiner plusieurs choses. C'est-à-dire une création automatique de mon espace santé pour l'ensemble des citoyens. Donc, un vrai levier usager où en fait tout le monde va en avoir un, on va dire à peu près d'un coup, très rapidement à partir de 2022, plus l'action sur les deux autres leviers, la partie équipement qu'on a largement débattu et la partie aussi incitation à l'usage chez l'ensemble des acteurs. Je pense que c'est la concomitance de chaque action pour chacun des acteurs qui se fait en même temps qui fait que c'est un programme qui a une ambition, honnêtement, qui n'est pas égalée. Juste pour exemple, par exemple, la partie création automatique du dossier médical pour l'ensemble des patients a été fait, on s'était comparé à l'Australie qui avait fait ce genre d'action sur son territoire, mais n'avait pas été jusqu'au financement dans l'ensemble des éditeurs et des professionnels de santé avec une forte incitation de cette ampleur comme on le fait en France. Merci Thomas. Je rebondis du coup sur une autre remarque, pareil, toujours sur ces montants. Encore une fois, là je comprends le point de dire voilà, il y a une aide qui est versée de X et comme par hasard, la version de mise à jour coûte exactement X. Là, dans le système qu'on vous a présenté, on est dans un cas un peu différent. Et encore une fois, sur la partie équipement, le médecin ne voit jamais la couleur de l'argent, il bénéficie de la prestation dont le prix est fixé. Donc, de toute façon, il n'y a pas de. Les textes ont fixé le prix pour l'ensemble des logiciels des éditeurs qui feront référencer par leur solution. Le prix de la prestation Ségur, il est fixé, je crois, de mémoire à 430 €. Donc, il n'y a pas de pricing particulier fait par tel ou tel éditeur là-dessus.
Et pareil sur la maintenance, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur ce volet-là, la maintenance, en tout cas, le périmètre fonctionnel qui est payé par l'État vient avec sa maintenance tant que le contrat est reconduit. Est-ce qu'il y a d'autres questions clés qu'on n'a pas évoquées? Il y en avait juste 2 que je peux prendre à la volée, là, que j'ai Allez. vu, qu'on n'a pas fait. C'était est-ce que Amélie Pro est concernée par ProSanté Connect? Oui. En fait, d'ici la fin d'année, comme aujourd'hui, vous pouvez vous connecter pareil, par ICPS sur vaccin Covid, vous pourrez vous connecter sur Amélie Pro. Donc, c'est la première question. Et la deuxième question, c'était sur l'existence d'un carnet de vaccination électronique. Ouais. Là aussi, la réponse est oui. En fait, il existe déjà au sein du DMP, mais il est uniquement consultable par web. Et en fait, justement, on va intégrer ça dans les logiciels éditeurs également, avec une forte ambition, notamment dans la vague 2, pour que vous puissiez alimenter directement ce carnet de vaccination et le consulter, bien sûr. Et Vaccin Covid aussi l'alimentera pour l'ensemble des citoyens. Merci Thomas. Autre question peut-être sur laquelle tu peux intervenir, sur les labels MSP, CPTS donnés par les ARS et cofinancés par les CEPAM. Est-ce qu'ils contraignent à court moyen terme l'engagement aux usages numériques tel que défini et présenté ce jour? J'avoue que je dois mal connaître les labels en question. Alors, en fait, c'est 2 dispositifs qui sont différents. C'était des labels qui sont préexistants, hein, qui sont donnés au MSP et CPTS, qui sont au-delà de l'aspect service socle qui était autour des sujets d'usage d'outils de coordination qui vont persister, avec aussi la possibilité donc, pour les éditeurs de bénéficier du financement Ségur si ils montent de version sur les services socles qu'on a évoqués et qui facilitent l'échange avec les autres professionnels et les patients. Merci Thomas. Et puis, je viens d'en voir une dernière apparaître. Pareil, je crois qu'on avait répondu là sur la partie MSS citoyenne. C'est bien le médecin qui initie l'échange. Après, il y a une limite à cette taille de l'échange ou à cette durée de l'échange? Non, justement, après, c'est le but aussi. On est en version pilote sur mon espace santé, dans 3 départements, dans la Loire-Atlantique, la Somme et la Haute-Garonne. Et justement, comme c'est une vraie nouveauté, cette messagerie sécurisée, on travaille avec les professionnels justement sur toute la partie qui sera plutôt de votre fait, de pouvoir terminer la conversation avec les médecins selon votre volonté, si jamais effectivement ça se prolonge trop longtemps, et ce sera vraiment une action de votre part de pouvoir terminer ces conversations. Et comme ça, le patient ne pourra communiquer avec vous que si vous réinitiez une conversation. Merci. Je suis pas sûr qu'on ait fait une réponse complètement exhaustive, mais je pense qu'on a balayé la majeure partie des questions. Je regarde si on a rien oublié. Sinon, je sais pas, dans ce cas-là, c'est toi qui dis le mot de la fin, Elodie, ou Pas de souci. Écoutez, merci à tous pour votre participation malgré le créneau un peu tardif. Comme on vous le disait tout à l'heure, le support sera mis en ligne sur le site de l'agence, tout comme le replay. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas, sur le site de l'ANS, vous avez des formulaires, donc n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra. Voilà, n'hésitez pas à suivre le programme des webinaires, il y a plein d'autres webinaires Ségur qui arrivent et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, merci à tous les 3 pour vos interventions et puis bonne soirée à tous et à très bientôt.